La majorité des portefeuilles crypto sont mal construits, pas parce que les investisseurs choisissent les mauvaises cryptos, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas la structure d'un portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que très peu de créateurs font, un crash test réel de plusieurs portefeuilles crypto. Mais avant de regarder les chiffres, il faut déjà comprendre une chose. Avant de démarrer cette vidéo, juste un petit mot pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Donc la réalité est assez simple, la majorité des portefeuilles crypto sont mal construits. On observe souvent une accumulation d'altcoins qui n'obéit à aucune logique claire. On ajoute une crypto parce qu'on en entend parler, puis une autre parce qu'elle vient de faire x2. Mais très rarement, on définit une règle d'allocation dès le départ. Et le résultat de tout ça, c'est que le niveau de risque du portefeuille devient impossible à mesurer. Et surtout, on mélange deux approches très différentes, investir et spéculer. C'est une confusion extrêmement fréquente dans l'écosystème crypto. Il existe donc une différence fondamentale entre investir et spéculer. Investir, c'est construire une architecture qui doit tenir sur plusieurs années. Et comme on le ferait aussi par exemple sur les actions, on a envie d'investir sur des entreprises qui produisent en tout cas des choses qui ont, on va dire, un carnet de commandes qui ont au moins un horizon sur 1 an, 2 ans et plus, et surtout qui ont par exemple un avantage sur la concurrence. Et le problème, c'est qu'en crypto, c'est compliqué de démêler les entreprises qui ont réellement un avantage sur les autres, parce qu'il y a souvent aussi le marketing qui embellit les choses, et vu que ça devient très vite complexe, les projets à comprendre, et souvent, on ne sait jamais vraiment si on investit sur un projet qui a de réels fondamentaux ou si on investit sur une coquille vide, ou on va dire un projet qui est purement marketing. Et du coup, spéculer, c'est vraiment acheter un jeton en espérant multiplier sa mise rapidement. Le problème, c'est que beaucoup d'altcoins, donc les altcoins, c'est alternative coin, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, on pourrait aussi exclure potentiellement Ethereum maintenant qui est numéro 2 depuis des années. Ces altcoins, ça ressemble beaucoup à des startups technologiques sans réels gros fondamentaux. Certaines peuvent réussir, mais la majorité échoue ou disparaît avec le temps. Et si vous naviguez dans cet univers sans cadre clair, vous subissez simplement la volatilité du marché. Pour éviter ça, il faut commencer par une structure. Votre réflexion peut se résumer à 4 questions simples. D'abord, quelle place minimale donner à Bitcoin dans un portefeuille crypto? Ensuite, les altcoins ont-ils vraiment une utilité ou représentent-ils surtout un risque supplémentaire? Le troisième point, c'est comment éviter ce piège très courant de la fausse diversification. Et enfin, comment organiser tout ça simplement pour garder un portefeuille clair et gérable sur le long terme. On va commencer du coup par le point le plus important. Vous verrez à chaque fois que j'ai numéroté du coup dans les titres et ça va répondre à chaque fois aux questions 1, 2, 3 et 4. Bitcoin, je pense que vous le savez, c'est plus un pari expérimental. C'est aujourd'hui l'actif le plus résilient de tout l'écosystème crypto. C'est celui qui a traversé tous les cycles de marché, toutes les crises et qui reste aujourd'hui la référence du secteur. Je ne vais pas vous le rappeler, mais c'est la première crypto qui a été créée. On parle souvent de Bitcoin comme de l'or numérique et cette idée se renforce avec l'arrivée progressive des institutions financières. Plus la part de Bitcoin est importante dans votre portefeuille, plus la volatilité globale diminue. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus de volatilité avec Bitcoin. C'est pour cette raison que beaucoup d'approches patrimoniales considèrent qu'une base crédible, en tout cas pour avoir un portefeuille robuste, ça commence toujours avec une exposition de Bitcoin d'au moins 50%. Et si vous pensez du coup que cette prudence réduit forcément votre performance, les chiffres que vous allez voir vont sûrement vous surprendre. Donc pour illustrer concrètement ce principe, j'ai réalisé une petite expérience. Nous allons donc regarder ce qui se passe quand on place 10 000 $ sur le marché selon différentes stratégies. J'ai simulé 3 types de portefeuilles crypto différents. Un portefeuille risqué, très exposé aux altcoins. Un portefeuille structuré, centré sur Bitcoin et Ethereum. Et un portefeuille prudent, majoritairement orienté Bitcoin, mais également aussi avec une exposition en Ethereum. Donc la simulation part, comme je vous l'ai dit, d'un capital de 10 000 $. Donc l'objectif d'une approche prudente n'est pas seulement financier, c'est avant tout de garantir votre survie émotionnelle pour ne pas tout vendre au pire moment et surtout de savoir encaisser la volatilité et aussi pour éviter aussi de jongler d'un projet à un autre parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à se perdre dans nos investissements.
et sur un même marché et exactement pendant la même période, l'expérience que vous allez vivre sera radicalement différente selon votre niveau de préparation. Et maintenant, on va regarder tout de suite les résultats. Donc la simulation part donc d'un capital initial de 10 000 $ investi en janvier 2023 jusqu'au février 2026 avec un rééquilibrage annuel des allocations. Donc en gros, c'est-à-dire que chaque année, on revient aux allocations cibles du portefeuille. Donc les allocations cibles, vous les avez là, hein, 20, 30% pour Ethereum, 10% BNB, etc. Donc voilà, j'ai fait exprès dans le risqué d'avoir plusieurs altcoins que j'ai mis en rouge en risqué. Et sur les autres structures, on est vraiment passé sur du basique. Voilà, donc ce point, c'est important parce que sinon les portefeuilles, ben, du coup, ils dérivent complètement au fil du temps, hein. Par exemple, si, je sais pas moi, vous avez du Dodge et qu'il a fait x5, ben forcément, la pondération va plus être la même dans les années à venir. Vous remarquerez aussi que les backtests, ça remonte pas très loin dans le passé, donc à partir de janvier 2023. Donc la raison est simple, hein, c'est parce que j'ai volontairement utilisé des ETP et des ETN cotés en bourse, donc en gros des ETF crypto, pour représenter les cryptos, notamment pour les altcoins. Le problème, c'est que ces produits sont assez récents, donc ça limite la profondeur historique. Et en pratique, ce sont surtout les altcoins qui m'empêchent de remonter plus loin. Si je ne gardais par exemple que Bitcoin et Ethereum, je pourrais facilement remonter jusqu'à 2020, voire sûrement 2017. En tout cas, quand je l'ai fait de mon côté, je pouvais aller jusqu'à 2020. Après, il y avait beaucoup d'ETF, d'ETP, etc. Donc, ça prend un certain temps aussi à faire. Pour le portefeuille risqué, donc j'ai volontairement sélectionné plusieurs altcoins du top 10 ou du top 20 actuel crypto qui disposent aujourd'hui d'ETP ou d'ETN cotés en bourse. Par exemple, voilà, le BNB, Chainlink, Dogecoin, Ripple, XRP, Cardano. Et l'objectif, hein, c'est pas de vous dire que ce sont les meilleurs choix possibles, mais simplement d'illustrer l'impact de la structure sur un portefeuille. Et aussi dans ce tableau, ce qui est important, c'est que j'ai ajouté le benchmark. Donc un benchmark, c'est simplement un point de référence qui permet de comparer la performance d'un portefeuille en bourse. Par exemple, on compare souvent un portefeuille boursier par rapport au S&P 500, c'est souvent la référence, ce qui représente du coup les 500 plus grandes capitalisations du marché américain. Moi ici, j'ai choisi Bitcoin comme benchmark parce que dans l'écosystème crypto, Bitcoin reste l'actif dominant du marché et c'est l'actif du coup référent. La petite précision aussi sur les devises ou sur justement le taux de change. Certains produits utilisés dans la simulation sont cotés en francs suisses, mais répliquent bien le prix de l'actif sous-jacent en dollars, puisque le marché crypto est principalement coté en dollars américains. En revanche, il faut être transparent, hein. Dans ce backtest, le taux de change n'est pas pris en compte. Dans la réalité, il peut légèrement influencer la performance, mais ce phénomène existe aussi quand un investisseur européen achète du Bitcoin du coup sur une paire Bitcoin USDT ou Bitcoin USDC, alors que son capital est en euros. Mais voilà, pour nous, Européens, on a de plus en plus de paires Bitcoin euro, Ethereum euro, Solana euro, etc. Donc du coup, ça devient plus pratique. Et quelques mots rapides sur les métriques, hein, la chute du coup maximale ou drawdown maximum. Donc ça correspond à la plus forte baisse du portefeuille entre un sommet de marché et un creux. C'est un bon indicateur pour mesurer le risque et la pression psychologique pour l'investisseur. Le rendement annuel CAGR, donc c'est un taux de croissance annuel composé ou rendement annuel composé qui correspond en gros au rendement annualisé moyen sur toute la période. Donc autrement dit, c'est le rendement annuel qui permettrait d'obtenir le résultat final si la performance avait été régulière. Et le résultat est assez intéressant, hein, sur cette période. C'est le portefeuille 100% Bitcoin qui surperforme tous les autres. Un investissement de 10 000 $ devient environ du coup 61 700 $ contre 50 000 $ pour le portefeuille prudent et 39 000 pour le portefeuille structuré et environ 22 000 pour le portefeuille risqué. Autrement dit, hein, cette période précise, les altcoins ont clairement pénalisé la performance globale et ont clairement sous-performé le benchmark, donc Bitcoin. Mais voilà, il faut nuancer et c'est pour ça que ça m'embêtait aussi de ne pas pouvoir remonter avant 2023. Hein. J'aurais aimé le faire depuis par exemple 2017, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais voilà, il faut bien comprendre que la période de 2023 à 2026 a été assez particulière. Elle correspond notamment à l'arrivée des ETF Bitcoin aux États-Unis, à une domination très forte de Bitcoin dans le marché
et à une sous-performance relative de nombreux altcoins. Il n'y a pas eu non plus, on va dire, vraiment de altcoin season en 2025 comme beaucoup l'espéraient. Si on remontait plus loin dans le temps, notamment sur certains cycles précédents, un portefeuille structuré aurait probablement surperformé un portefeuille 100% Bitcoin, donc du coup qui aurait fait une performance avec Ethereum. Mais c'est vrai que Ethereum, depuis le dernier cycle, il s'est comporté de façon assez stable. Il a eu des hauts et des bas, mais il est resté dans son range. Et du coup, de l'Ethereum à ce prix-là, on pouvait déjà en acheter il y a plusieurs années. Donc le message du coup de cette démonstration, c'est pas qu'il faut uniquement investir dans Bitcoin, c'est, on va dire, un message beaucoup plus simple. La structure d'un portefeuille peut complètement changer le résultat final. Et on voit quand même qu'entre un portefeuille risqué et un portefeuille 100% Bitcoin, il y a quand même une différence de quasiment x3. Donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, ça permet de comprendre aussi qu'un portefeuille mal structuré peut augmenter le risque, réduire la performance et rendre l'investissement beaucoup plus difficile à tenir dans le temps. Parce que forcément, quand on voit qu'on a une chute max à 53%, du coup, c'est-à-dire qu'on a des cryptos qui ont vraiment été très volatiles et qui ont eu des drawdowns bien plus importants. Et du coup, si par exemple j'enlevais la part de Bitcoin, là je pense qu'on aurait vraiment cassé tous les records. C'est justement pour éviter ce type d'erreur. Réfléchir en amont à la structure de son portefeuille crypto est essentiel, parce qu'en crypto, beaucoup d'investisseurs choisissent leur crypto, mais très peu réfléchissent réellement à la construction de leur portefeuille. Les altcoins dans tout ça, est-ce qu'ils ont leur place? Honnêtement, oui, elles peuvent avoir leur place dans un portefeuille, mais il faut les regarder pour ce qu'ils sont réellement. La plupart ressemblent du coup à des startups technologiques. Certaines peuvent devenir très importantes, comme on l'a vu Ethereum, qui s'est imposé depuis 2015, 2016 et 2017 comme une référence dans l'infrastructure, dans les contrats intelligents. Également, c'est aussi le pilier de la finance décentralisée. Mais en étant honnête, beaucoup disparaissent ou perdent l'essentiel de leur valeur avec le temps. Donc un leader d'aujourd'hui ne sera pas forcément le leader de demain. Et ça, notre cerveau a tendance à oublier ce phénomène. On voit donc les survivants du moment, mais on oublie complètement les projets qui dominaient les cycles précédents, et ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est pour cette raison que la poche d'altcoin doit rester vraiment limitée. Elle peut bien évidemment dynamiser la performance, mais elle ne doit jamais déformer l'équilibre du portefeuille. Et c'est souvent en accumulant trop d'altcoins que l'on tombe aussi dans un piège classique. C'est un cas que je vois constamment du coup dans mes coachings, des investisseurs qui détiennent 12, 15 ou voire même 20 crypto-monnaies différentes. J'ai déjà même vu qu'on avait plus de 100. Voilà, ça devient vraiment des cas extrêmes. Ils pensent sincèrement à se protéger en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier, qui pensent être vraiment diversifiés. J'ai un peu de même coin, un peu en DeFi, un peu dans la tokenisation des actifs réels, un petit peu dans l'IA. Mais du coup, la dure réalité, c'est que toutes ces lignes cachent exactement le même risque sous-jacent. Quand le marché se retourne et que Bitcoin dévisse, absolument tout le reste plonge, et généralement avec beaucoup plus de violence et de volatilité. Donc du coup, empiler des dizaines de jetons différents n'a rien à voir avec une véritable diversification. C'est juste une concentration déguisée qui vous donne une fausse impression de sécurité. Pour reprendre le contrôle, il faut accepter de faire un grand nettoyage, et aussi parfois de ne pas hésiter à vendre des projets même à perte, pour pouvoir se recentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont du mal à vendre un projet à perte, qui vont garder 1 an, 2 ans, 3 ans, même plus, parce qu'ils disent non, j'attends que ça redépasse du coup le prix au moins d'achat, mon prix moyen d'achat. Mais je veux dire, si le projet n'a plus de traction, si les institutions ne sont pas vraiment intéressées, je vois pas du coup l'intérêt de garder un projet et voilà, le revendre à perte, par exemple, pour acheter du Bitcoin. C'est sûr qu'on encaisse du coup une perte sèche parce qu'on voulait surperformer Bitcoin. Mais voilà, il faut aussi avoir l'intelligence de se dire je vends mon projet à perte, c'est pas grave, j'encaisse ma perte. Mais potentiellement que Bitcoin sur le long terme va aussi rattraper des potentielles pertes. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas cette vision. Donc, la solution est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Un portefeuille efficace reste généralement assez concentré. Quand vous avez trop de positions différentes, il devient impossible de suivre sérieusement chaque projet. Déjà, voilà, quand on en a 6, 8, ça commence déjà à faire beaucoup. Vous finissez par réagir aux émotions du marché plutôt que de suivre une stratégie. Et quand je dis suivre un projet, c'est suivre son développement, par exemple sur Twitter, X
voir un petit peu les partenariats qu'ils font. Est-ce qu'ils ont une roadmap claire? Est-ce qu'ils arrivent à sortir, on va dire, les évolutions aux dates fixées? Est-ce qu'ils ont un certain edge sur la concurrence? Est-ce qu'ils ont du coup un avantage stratégique? Est-ce qu'ils innovent? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle technologie qui va les remplacer, hein? Par exemple, là, tout ce qui est projet IA en crypto, est-ce que demain, il n'y aura pas quelque chose par rapport à tout ce qui est ordinateur quantique, sera beaucoup plus puissant, performant? Voilà, il y a énormément de choses à se poser. C'est pour ça que de suivre les projets, c'est quand même hyper important. C'est pour cela qu'une règle simple fonctionne bien, rester entre 4 et 8 cryptos maximum. Cela oblige à garder uniquement les projets pour lesquels vous avez une réelle conviction, mais cette règle dépend évidemment du profil de chacun. Certains investisseurs seront très à l'aise avec seulement 2 ou 3 actifs majeurs, souvent Bitcoin et Ethereum. Même il y a aussi des maximalistes Bitcoin, 100% Bitcoin, et ça peut se comprendre, hein. Déjà quand on voit les performances sur les 3 dernières années, bah, celui qui était 100% Bitcoin, il a surperformé du coup tous les autres. Et d'autres, hein, préféreront ajouter quelques projets supplémentaires pour diversifier leur exposition. L'important, du coup, c'est pas vraiment le chiffre exact. L'important, c'est d'éviter les portefeuilles avec 15 ou 20 cryptos que personne ne peut vraiment suivre. Et surtout, bah, ça sert à rien d'avoir des doublons, par exemple, dans un même secteur. À la rigueur, d'avoir des différents secteurs, un peu en DeFi, en tokenisation des actifs réels, même en gaming si vous voulez tenter le pari, ou encore dans d'autres secteurs. Pourquoi pas? Mais bon, comme je dis, c'est une illusion de diversification. Mais du coup, même si vous avez plusieurs projets qui touchent à l'IA ou plusieurs infrastructures, il faut vraiment se remettre en question et se dire, ouais, est-ce que là, j'ai 2, 3 cryptos qui jouent plus ou moins, on va dire, le même enjeu, les mêmes enjeux, bah, du coup, voilà, on va peut-être en supprimer une ou deux au moins pour faire déjà un peu de tri et que ça soit plus clair dans votre tête. Et une fois que le nombre d'actifs est raisonnable, la question devient comment les organiser. Une manière simple de penser son portefeuille consiste à l'imaginer comme une structure sur 3 niveaux. La première couche, c'est la fondation. Elle repose sur les actifs les plus solides de l'écosystème. La deuxième couche correspond à la zone de croissance. On y place quelques projets sérieux avec un potentiel technologique réel. Et aujourd'hui, on voit par exemple émerger plusieurs secteurs intéressants dans l'écosystème crypto. Émerger, c'est un grand mot, hein. La finance décentralisée avec des projets comme Aave, Morpho, Pendle, et il y en a un tas d'autres. En intelligence artificielle, hein, potentiellement Tao, BitTensor, NIR, ou encore la tokenisation des actifs réels, ce qu'on appelle du coup les Real World Assets, ou les RWA en français. Bon, par exemple, Centrifuge, Ondo, Sky, Maple Syrup, voilà un peu ce genre de projet. Et voilà, déjà, il y en a 4, donc c'est rien par exemple de cumuler les 4 dans un portefeuille. Et ces secteurs peuvent avoir un avenir important, mais il faut rester lucide. La majorité des projets dans ces domaines restent encore hautement spéculatifs. La troisième couche du portefeuille correspond justement à cette zone d'exploration, quelques paris technologiques avec un budget très limité, plutôt une allocation très limitée. Donc l'idée, c'est pas d'éviter complètement la spéculation, parce que dans les projets que j'ai cités, il y a bien évidemment des projets qui ont des fondamentaux, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de contrôler et de placer ces projets au bon endroit dans son portefeuille et pas d'être trop surpondéré par rapport à ce qu'on pourrait se permettre. Parce qu'on peut voir que l'impact sur les performances globales, c'est quand même assez conséquent. Donc le socle incontournable doit représenter entre 50 et 70% de la valeur totale. Je pense que ça, vous l'avez vu sûrement écrit dans plein d'endroits. C'est en tout cas pour assurer la sécurité de l'ensemble de son portefeuille crypto. Et même avec 50 à 70% de Bitcoin dans son portefeuille, il y a quand même une volatilité qui est assez extrême. Juste au-dessus, vous pouvez intégrer le leader des contrats intelligents comme Ethereum et aussi bien évidemment l'infrastructure principale en finance décentralisée comme un complément d'infrastructure crédit pour solidifier votre base de portefeuille. Ensuite, vos quelques projets secondaires solides formeront une poche de croissance qui ne dépassera pas les 20% de votre capital. Et enfin, les petits paris resteront un budget purement spéculatif, totalement séparé, qui ne devra jamais excéder 5% par exemple du total de votre portefeuille. Il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est si voilà, vous pouvez aussi faire un portefeuille, par exemple, à une grosse majorité de Bitcoin et un portefeuille, par exemple, du coup, avec des altcoins fortes, hein, comme Chainlink, Solana, etc. Avec, du coup, une pondération, bien évidemment, intelligente, pas trop les surpondérer.
Et vous pouvez aussi faire un petit portefeuille satellite. Donc là, je vous parlais de vos portefeuilles core, donc le principal, et de faire un tout petit portefeuille satellite. Et là, avec, imaginons, avec 2-3% de votre portefeuille crypto, hein, du coup, de l'ensemble, bah, vous allez faire vraiment un tout petit portefeuille qui va justement s'exposer sur des cryptos qui sont moins capitalisés. Et là, on est vraiment dans la spéculation pure. Alors, on n'est pas non plus à jouer, mais si vous avez des convictions avec des petits projets, potentiellement que ces projets pourront vous rapporter de la performance si vous avez justement des règles claires, par exemple de prise de profit. Mais voilà, dans le cas où ça tournerait mal, voilà, si vous perdez 2 ou 3% de votre portefeuille crypto, si les projets tombent à zéro, c'est pas ça qui va impacter, on va dire, votre patrimoine crypto. Voilà. Je pense que vous comprenez du coup l'idée. Et évidemment, hein, ces curseurs s'ajustent naturellement selon que vous avez un profil plutôt prudent, équilibré ou très dynamique ou complètement dégénéré ou dégène. Mais une fois ces pourcentages définis, encore faut-il s'y tenir dans le temps et aussi savoir rééquilibrer, revenir aux allocations cibles qu'on va aussi voir par la suite. Quand un actif performe exceptionnellement bien, il va progressivement déformer votre belle architecture de départ. Imaginez qu'un de vos paris fasse un x3 en quelques mois, il va passer par exemple de 5 à 15% de votre capital. Bon là je le fais comme si les autres projets ne bougeaient pas, hein, mais vous avez compris l'idée. Vous exposant du coup à un niveau de danger que vous n'aviez jamais choisi, en tout cas vous n'avez pas choisi initialement. C'est là qu'intervient le rééquilibrage ou rebalancing en anglais, une méthode mécanique qui consiste à prendre vos profits pour amener chaque ligne à son pourcentage initial. Donc ça, c'est la discipline exacte qu'appliquent les fonds d'investissement professionnels pour encaisser des gains sans faire intervenir la moindre émotion. Donc il faut vraiment vous fixer une règle simple. Dès qu'une catégorie s'écarte par exemple de 10-15% de son objectif, vous vendez le surplus pour sécuriser vos gains. Cette rigueur du coup mathématique est indispensable, mais elle s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large que la majorité des gens oublient. Et aussi quand on est un petit peu dans l'euphorie, quand les cryptos font des plus 10, plus 20% tous les jours en période, par exemple en période haussière, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer les rééquilibrages, etc. On se dit, ouais, je vais encore attendre un petit peu. Il m'a fait déjà plus 50% la semaine dernière. Cette semaine, il est toujours dans le vert. Et voilà, on a vite tendance un peu à oublier tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un cadre clair. Parler de portefeuille crypto, c'est bien, mais il faut aussi raisonner en patrimoine global. Hein, on en parle souvent très peu dans l'écosystème crypto. On passe vraiment énormément de temps à optimiser son portefeuille crypto, faire du stacking, ou dénicher la meilleure crypto, avoir les meilleurs pourcentages, etc. Mais on oublie souvent de se poser une question essentielle. Quelle place la crypto occupe-t-elle dans votre patrimoine global? Il ne faut pas oublier que la crypto reste une classe d'actifs parmi d'autres. Elle ne doit pas représenter l'ensemble de votre patrimoine. Et du coup, dans une approche patrimoniale classique, l'allocation crypto représente souvent entre 5 et 15% maximum du patrimoine total. Généralement, on se limite à 10% de son patrimoine. Et pour les prudents, c'est même plutôt 2 à 3%, 5% grand maximum. Et on peut voir d'ailleurs les fonds d'investissement américains. Eux, par exemple, ils préconisent aux retraités, etc., d'allouer, par exemple, maximum 2 à 3% de leur patrimoine global. Et le reste est réparti entre actions, immobilier, or, private equity ou encore d'autres actifs. Et d'avoir cette diversification globale protège l'ensemble de votre situation financière. Et par exemple, actuellement, les cryptos, c'est vrai que ces derniers mois, ça ne s'est pas forcément bien comporté. Mais si vous aviez par exemple de l'or, de l'argent dans votre portefeuille, si par exemple vous aviez aussi des actions, des paniers d'actions, si vous aviez un petit peu de private equity, bon après c'est quand même assez illiquide, ou par exemple, moi je sais pas, de l'immobilier locatif, etc. Ça permet du coup d'avoir d'autres revenus, de pouvoir surfer sur d'autres classes d'actifs et potentiellement aussi de pouvoir, en stratégie avancée, de pouvoir faire des rotations de fonds entre classes d'actifs. Et c'est comme ça qu'on raisonne vraiment en patrimoine global et on évite de tomber vraiment trop dans l'euphorie crypto. Et ça nous permet, par exemple, à des moments opportuns de pouvoir sécuriser ses profits et peut-être s'acheter une maison avec ou se dire, voilà, je passe à la caisse, je paye mes impôts, mais je vais utiliser ça pour me faire plaisir ou pour acheter des actions, des ETF
Ou maintenant, il y a aussi les actions tokenisées, hein, les X-Stock, donc ça éviterait aussi de passer par la case impôt. Donc voilà, maintenant, il y a un tas de nouvelles choses à faire. Donc voilà, essayez d'y réfléchir. C'est vraiment pour raisonner de façon globale et pas que d'être centré sur les cryptos. Si vous ne deviez retenir que l'essentiel de cette vidéo, voici les principes à garder en tête. Bitcoin reste le socle majoritaire d'un portefeuille crypto. Les altcoins peuvent apporter du potentiel, mais ils doivent toujours rester dans une poche limitée. Un portefeuille simple reste le plus efficace, généralement entre 4 et 8 cryptos maximum. Retenez surtout une chose, la structure de votre portefeuille est beaucoup plus importante que le choix d'un projet individuel. Après, c'est sûr que si vous allez choisir des meme coins sur PumpFun, par exemple, si vous voyez de quoi je parle, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner du résultat, à part si vous êtes le chanceux de la bande. Mais voilà, enfin, la crypto doit respecter une classe parmi tant d'autres, pas l'ensemble de votre patrimoine. Maintenant, prenez quelques minutes pour regarder votre propre portefeuille, ouvrez votre application, regardez vos allocations. Je ne sais pas non plus comment vous suivez vos cryptos, mais voilà, d'avoir un petit tableur Excel avec des pondérations, etc., c'est quand même assez intéressant et pour moi, à mon sens, obligatoire. Et demandez-vous si votre portefeuille est vraiment construit, est-ce que aussi il reflète vos propres convictions, ou si vous suivez par exemple aveuglement des gens, ou si vous avez des cryptos, vous savez même plus pourquoi vous les avez achetées et qu'est-ce qu'elles font encore dans votre portefeuille. C'est aussi le moment de faire un nettoyage, d'avoir les idées claires et justement de repartir sur les bonnes bases pour les prochaines années à venir. Méditez-y parce que honnêtement, vous allez voir que je pense que vous ne regretterez pas dans les mois et années à venir. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à clarifier votre stratégie, dites-le moi en commentaire. Je suis aussi curieux de savoir comment vous structurez votre portefeuille aujourd'hui. Est-ce que vous faites aussi des backtests, que vous avez un retour à me faire sur ce que je vous ai partagé? J'ai peut-être fait des petites erreurs. En tout cas, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Moi, je suis toujours là pour répondre aux commentaires, d'apprendre aussi des autres. Et si vous voulez continuer à avoir du contenu pédagogique sur l'investissement crypto, l'investissement en général et la gestion de portefeuille, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes encore là dans cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, prenez soin de vos cryptos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!